Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors, comment j'imagine le monde du travail dans 15 ans ? J'imagine deux choses, l'amélioration de la technologie, mais aussi un état d'esprit différent chez l'homme. D'accord ? Donc, la technologie, forcément, plus d'automatisation, d'intelligence artificielle, moins de tâches routinières et répétitives. Et l'état d'esprit, on va avoir des personnes qui auront besoin de beaucoup plus de liberté. Ils auront sans doute beaucoup plus de temps. Et donc, vont forcément plus exigeants aussi dans la qualité du travail. Je pense que ce sont des personnes qui auront besoin d'utiliser plutôt leur esprit, de partager, de réfléchir. Et qu'il y aura sans doute une notion de cœur, et qui est le fait d'être motivé dans son travail, et que quand on n'est pas motivé, on restera beaucoup moins facilement. Donc pour l'employeur, il y aura une exigence sur le fait de motiver ses collaborateurs beaucoup plus importante, et même le manager, et c'est là qu'il va falloir qu'il apprenne à travailler avec le cœur, ou de mettre le cœur dans son état d'esprit. Le travail et l'amour rendus visibles. Cette citation de Khalil Gibran introduit merveilleusement bien cet épisode où nous découvrons ce qu'est le travail connecté au cœur et comment il nous amène à danser avec l'invisible. Sami Khalel est un passionné du potentiel humain. Expert dans la psychologie du leadership, il s'est formé depuis 25 ans en différentes approches philosophiques, psychologiques et comportementales. Il est conférencier, chercheur, formateur, auteur de plusieurs livres et co-créateur de la société Erudia. Ainsi, Sami anime des séminaires, coach des dirigeants et accompagne des équipes dans leur besoin de développer leur leadership. Sami nous propose une réflexion sur ce qu'est le travail pour nous, de quelle manière il nous amène à mieux nous connaître et comment nous pouvons nous réaliser à travers lui en prenant soin de notre cœur. En abordant l'importance de l'esprit, du cœur et de la spiritualité dans le travail, il nous fait prendre de la hauteur sur nos vies et notre manière de la percevoir. Un épisode réellement transformateur. Sami, tout d'abord, qu'est-ce qui te définit à cet instant ? Bonne question. Écoute, je vais te dire, ce qui me définit, c'est que je suis quelqu'un qui danse entre le connu et l'inconnu et vice-versa. Alors, tu vas me dire, ça veut dire quoi danser entre le connu et l'inconnu ? Danser, c'est-à-dire que le connu, ce qui me définit, peut-être c'est mon nom, mon prénom, le fait que je sois co-créateur d'une entreprise qui s'appelle Erudia, que j'ai co-créé avec deux amis, Michel et puis Chantal, le fait que je sois passionné de potentiel humain, que je considère que dans la vie, l'objectif c'est d'être aligné à son cœur. Et l'inconnu, c'est tout ce que je ne connais pas de moi, c'est tout le mystère qui me définit, c'est mon inconscient, je dirais, toutes les surprises que la vie peut me réserver encore, c'est tous les mystères de l'univers, de la conscience humaine. Voilà, c'est ça l'inconnu. Et pour moi, apprendre ce que je suis, c'est ça, je suis un danseur et quelqu'un qui essaie d'apprendre à danser entre ces deux dynamiques de la vie. Justement, nous sommes aujourd'hui dans un monde en pleine transformation et donc des plus incertains. Qu'est-ce qu'implique cette incertitude dans le monde du travail pour toi ? Déjà d'apprendre à accepter cette imprévisibilité, cet inconnu qui est déjà en nous, hein. Et puis de savoir qu'en fait que notre fonctionnement, c'est qu'on a tendance à préférer quelque part le connu. Pourquoi ? Parce que ça nous rassure, hein. Certains appellent ça la zone de confort. Je préfère ça appeler la zone de contrôle, hein, parce que quelquefois on peut être dans un connu, quelquefois qui n'est pas forcément confortable. Et donc, accueillir ça, c'est-à-dire accueillir cette incertitude à l'intérieur de soi, c'est quelque part rencontrer la vie que l'on est.
Et on n'est pas uniquement que du connu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance qui est en train de se passer dans la vie. C'est-à-dire ce monde que certains appellent le monde VICA ou VUCA, c'est une opportunité, sans doute pour l'être humain, d'aller voyager dans cet espace à l'intérieur de lui qu'il ne maîtrise pas. Tu nous parlais de la danse justement tout à l'heure et tu m'avais fait le lien qu'on avait échangé avec le cœur, avec l'importance du cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, parce que ce passage, c'est-à-dire ce passage pour passer plus facilement dans cet inconnu, heu, ça demande de l'énergie. Parce que c'est pas notre réflexe, c'est pas notre habitude. Et donc, on a tendance, à un moment donné, à vouloir faire les choses dans une maîtrise, dans un terrain que l'on maîtrise, dans un terrain qu'on connaît. Sauf que parfois, bah, il faut aller dans ce terrain inconnu. Mais je vais pas y aller comme ça. Et qu'est-ce qui fait que je vais aller dans ce terrain inconnu? Il faut que j'ai une motivation. Et cette motivation, c'est le cœur. C'est ce qui va me donner cette énergie à traverser plus facilement cette imprévisibilité, ces perturbations, ce changement. Et forcément, si j'aime quelque chose, les choses sont plus faciles. J'ai beaucoup plus d'énergie, hein. J'aime beaucoup, cette expression, de Khalil Gibran, hein, quand il parle du travail, il dit: «Le travail, c'est l'amour qui est rendu visible». Donc c'est cette notion intéressante, le travail et l'amour rendu visible, comme si l'amour était invisible, comme s'il y avait quelque chose d'inconnu. C'est comme un potentiel, parce que est-ce que l'être humain peut dire qu'il est amour? Quand on regarde aujourd'hui, on peut pas dire, OK? Mais que peut-être c'est ça qui a besoin d'être rendu visible. C'est ce qui est au fond de nous, c'est le fait qu'on on va se trouver confronté à des choses difficiles et que ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose, un potentiel au fond de nous, quelque chose qui est inconnu et qui va faire qu'on va se développer et qu'on va grandir. Et ça, c'est possible grâce au cœur, et parce que c'est plus facile. Et comment on fait concrètement? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Bah, je pense que déjà, heu, s tu vois, comme tout ce que tu fais, c'est lié au travail. Je pense que le vrai travail, c'est ça. Il y a quelqu'un, qui s'appelle Byron, je crois que c'est ça s'appelle comme ça. Ce qu'elle fait, elle appelle ça le travail, the work. Et tout son travail, c'est d'amener les personnes, au contraire, à se libérer des croyances handicapantes, de ce qui les empêche à exprimer leur propre potentiel, de ce qui les empêche à vivre librement. Moi, ce que j'appelle, c'est apprendre à danser dans cette vie-là. Donc, si je devais faire un travail, comment ça se passe? Eh ben, c'est un travail de conscience. C'est un travail de lucidité. Tu sais, au Moyen Âge, les alchimistes, quand ils parlaient, de leur travail qui était la transformation du plomb en or, qui est un travail, OK? Et qui est intéressant. Ça veut dire, c'est quelque chose le travail, c'est quelque chose qui est là, qui est lourd, voilà, qui est plombé, quelque chose qui est sans forme, on peut dire, qui est là, et je vais en faire quelque chose de l'or. Mais l'or, c'est Aor en hébreu, qui veut dire lumière, donc quelque chose de clair, quelque chose qui est bien plus lumineux, qui est plus compréhensible. Et ils avaient un mot-clé, un mot-clé pour parler de ce travail-là, qui était la clé, donc la méthode que tu me demandes, qui s'appelait vitriol. Alors vitriol, qu'est-ce que c'est qu'un vitriol? La première chose, un vitriol, quand on l'entend, c'est un acide, OK? Mais en fait, vitriol, c'est une sorte d'anagramme, un mot secret où dans vitriol, ça veut dire visita interiora terra rectificandoc in vinis occultem labidem, qui veut dire visite l'intérieur de ta terre, en rectifiant, tu y trouveras la pierre cachée. Cette pierre cachée, qui est cet invisible en nous, qui est quoi? Qui est ce que je suis profondément. C'est-à-dire cet être humain avec tout son potentiel. Et ben moi, je trouve ça joli. C'est-à-dire que là, on voit bien que l'invitation au travail est un travail vers soi, est un travail pour aller au plus profond de soi, d'aller découvrir son propre potentiel, c'est-à-dire d'aller accoucher sans doute de cet invisible pour en faire quoi? Pour en faire quelque chose. Pour le donner sans doute à la société ou quelque part de le donner au monde et de créer une œuvre, de créer quelque chose qui va faire que, bah, le monde se développe et que peut-être on a quelque chose de beau qui apparaît. C'est pas toujours simple dans tous les métiers que l'on rencontre. Il y a des métiers où ça va être peut-être plus applicable et d'autres, il y a quand même une grande part de la population qui se sent contrainte par le travail. Oui et bah, tu vois, je pense, peut-être j'avance un peu, mais je pense que la nature va nous amener au fur et à mesure vers ça. C'est-à-dire que si je réponds à cette question, comment je vois le travail demain, pour moi,
Ce qui est en train d'évoluer, c'est la technologie aujourd'hui est en train de faciliter le travail, tu sais, qui est difficile, qui est laborieux. Et donc forcément, cette technologie qui va amener cette facilité de travail va faire qu'on va sans doute travailler beaucoup plus avec l'esprit. Cet esprit est intéressant parce que tu sais que spiritualité, il y a aussi spiritus qui veut dire esprit. Donc il y a aussi, c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est bien d'avoir la technologie, mais c'est aussi bien d'avoir l'esprit qui est derrière. Parce que si c'est un travail avec une sorte de, je dirais, de technologie qui reste toujours avec un esprit de consumérisme, là on est en danger. Donc c'est bien ces deux choses qui existent, tu vois, l'esprit qui peut être un peu invisible et la technologie qui rend visible. On voit bien cette danse qui a besoin de se faire entre les deux. Donc il y a besoin à un moment donné, sans doute, de trouver euh, la technologie qui avance grâce à cet esprit qui va permettre de rendre plus confortable le travail, de le rendre sans doute plus efficace. Mais il faut aussi qu'on ait cet esprit qui est derrière, ce que j'appelle cette spiritualité qui est fondamentale et qui a besoin de ce cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Le cœur considère son environnement. Le cœur est attentif à l'autre, il est attentif à ce qu'il voit. Dans le cœur, on ne voit pas les choses comme des objets. Hein, quand il n'y a pas de cœur, l'autre est un moyen pour moi. Il a un moyen de consommation, il a un moyen de survie. Alors que quand le cœur est là, forcément, l'autre est quelqu'un. La nature, c'est pas une chose, c'est une relation. On le voit bien, hein, quand on voit certaines traditions, même ancestrales, la nature n'était pas une chose, il y avait un respect de la nature. Et c'est ça pour moi. Le cœur, ça m'invite à un moment donné à entrer dans cette spiritualité qui est nécessaire, qui est cet état d'esprit qui reconnaît son interdépendance avec l'environnement, qui sait qu'elle est connectée avec tous les êtres. Okay. Il est en contact avec la vie, avec cette vitalité. Et donc forcément, le travail aujourd'hui pour certains est encore difficile. Il est encore difficile aussi, mais je pense aussi qu'il est difficile parce qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas confiance en eux. Okay. Et il y a aussi parce qu'il y a des patrons aujourd'hui qui sont dans une relation qui est consumériste. Et donc, ils voient l'ouvrier et le travailleur comme un objet. Ils ne le voient pas comme quelqu'un avec qui ils pourraient collaborer, construire. Donc ça aussi, c'est cette danse, on est en train de progresser au fur et à mesure, parce qu'il y a un égoïsme à l'intérieur de nous qui a besoin sans doute de travailler et sans doute de grandir pour aller plus vers ce cœur-là. D'ailleurs, tu m'avais parlé de 4 états du cœur, je trouve qu'ils parlent bien de la manière dont on peut se ressentir actuellement dans son travail, hein. Alors oui, alors c'est plutôt dans mon travail ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai vu qu'il y avait un manque de lucidité. Un manque de lucidité qui existait chez beaucoup de dirigeants, chez moi-même et chez plein de gens sur la manière de travailler tous les jours, sur la manière d'entrer en relation avec les gens. Et c'est là qu'on pouvait faire beaucoup d'erreurs. Hein. Quelqu'un qui, par exemple, vis-à-vis de lui-même, se maltraite dans un travail acharné, il va rentrer dans un burn-out. Quelqu'un qui va maltraiter ses collaborateurs va aussi avoir des difficultés, il va avoir un taux d'absentéisme qui va augmenter. Il va y avoir des conséquences. Hein. Il va y avoir ce qu'on appelle des maladies. Donc, je me dis comment faire aussi que les gens puissent voir. Et donc, j'ai fait cette enquête qui a duré plusieurs années pour essayer de comprendre c'est quoi les facteurs qui permettent cette lucidité. Donc, j'ai interrogé des neuroscientifiques, des chercheurs, des poètes, la religion, un peu chaque membre, et j'ai trouvé 4 aspects. Le premier, je me rends compte, ça revient des vitrioles, que la première chose qu'on doit faire, c'est V, dans le voir, hein, c'est V, va vers toi. C'est-à-dire, sache que tu es un traducteur de la réalité. Va vers toi, c'est-à-dire ce que tu vois, d'accord, c'est ta manière de traduire le monde avec tes croyances, avec ta culture, avec ce que tu sais de toi, ce que tu sais du monde. Donc, n'accuse pas le monde d'être responsable de ce que tu vis. Ce que tu vis est le fruit de ta propre traduction. Donc, tu peux vivre autre chose si déjà tu comprends comment tu traduis les choses. Donc, c'est ce va vers toi, c'est cette notion de responsabilité et pas de culpabilité. La responsabilité, ça veut dire que je retrouve mon pouvoir d'action qui dépend de moi, qui dépend de ce que je peux faire avec mon esprit. Donc, c'est quelque part va vers toi, c'est de redécouvrir qu'on a un esprit et que cet esprit, à un moment donné, il peut se bonifier, il peut se développer, il peut s'ouvrir à une autre dimension. C'est ça le V. La deuxième étape, ça demande un travail. C'est-à-dire comment faire pour aller vers soi-même, ce qui n'est pas évident.
parce que on peut se regarder avec un jugement, avec une culpabilité, avec, d'être, je dirais, trop simpliste. Voilà. Et donc ces 2, pour moi, comment on est un peu simpliste de temps en temps, c'est qu'on a un regard évaluateur vis-à-vis de soi-même. Et là, l'objectif, c'est plutôt d'avoir un regard explorateur vis-à-vis de soi-même. D'avoir ce regard de curiosité, hein. Quand on disait tout à l'heure, il y a le connu et l'inconnu, ben, est-ce que je peux aussi mettre un peu d'inconnu vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas de moi-même. Et simplement d'apprendre à s'observer, d'apprendre à regarder les choses sans les juger et d'apprendre simplement cette écoute qui est de ressentir. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a 2 voix à l'intérieur de nous. Il y a la voix qui s'entend et mais il y a aussi la voix qui est ressentie. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, maintenant ça change, on est beaucoup dans la voix qui se dit, la voix qui pense, la voix qui résonne, mais pas la voix qui se ressent. Je me rappelle, il y a 20 ans, j'avais un patron qui me disait: «Samy, les émotions, c'est dangereux. Au travail, on n'est pas là pour exprimer son ressenti, hein». Sauf que le ressenti, il est beaucoup plus puissant dans le contact qu'on a avec soi. Parce que le ressenti, c'est notre corps, hein. Et Damasio, dernièrement, vient de dire que, que le cerveau, d'accord, écoute le corps et que les émotions sont le fruit de ce qu'il a entendu dans le corps. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est en train de changer dans le monde du travail aujourd'hui. On commence à reconnaître le corps, on commence à reconnaître le ressenti, hein. L'ergonomie au travail, toi, ça c'est déjà la reconnaissance du corps, hein. L'intuition, qui a encore une dizaine d'années, on n'en parlait pas du tout. Tout à fait. Voilà. Et donc, tu vois, ça, c'est ce deuxième que j'appelle, après le V va vers toi, O, c'est observe sans évaluer, sans jugement, hein. Quand on a fait cette étape, après va arriver un troisième qui est intéressant dans cette écoute profonde qu'on va avoir au fond de soi. C'est ce qui va me mobiliser, c'est ce qui me met en mouvement, c'est ce qui me met au travail, si tu veux, hein, parce que le travail, pour moi, c'est une action. Eh ben, c'est l'intention. On est tout le temps dans une intention. Ce que je fais est guidé par une intention, consciente ou inconsciente, c'est simplement de se dire: «Et si mon intention partait du cœur?» C'est-à-dire, partait de quelque chose qui est important pour moi, partir de quelque chose que j'aime, partir de quelque chose qui vient de mon attention, qui vient de quelque chose où je sens que je suis moi-même. Ça, c'est le troisième, c'est cette intention, OK? De pas confondre avec le but, OK? C'est l'intention qui me fait voyager vers le but. C'est mes petits pas. Chaque pas que je fais est guidé par une intention et donc d'être alerte. Et pour moi, il y a 2 types d'intentions. Il y a l'intention qui est liée à la peur et l'intention qui est liée au cœur. Parce que notre réflexe, c'est très souvent la préservation. Et quand on a fait ça, il y a 4e niveau et qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien, là, on a pu connaître plein de choses, c'est-à-dire que dans le V, le O, le I, c'est tout un travail de connaissance, d'introspection. C'est reconnaître qu'il y aura toujours au fond de nous quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser. C'est l'inconnu. C'est donc le dernier, c'est après va vers toi, O observe sans évaluer, sans jugement, I l'intention qui vient du cœur, R c'est relâche le contrôle. Relâche ton désir de vouloir tout connaître et tout contrôler. Accepte à un moment donné d'être dans l'imprévisible. Accepte de faire confiance à l'intelligence du vivant, j'appelle ça. C'est ce dernier qui va faire que sans doute, eh ben, on va se retrouver dans une relation peut-être plus claire, on va mieux voir. Et forcément, quand je vois mieux, j'avance mieux. Et c'est ça, pour moi, le travail du voir. Je ne peux pas travailler sur l'avancement de la technologie aujourd'hui, mais pourquoi pas travailler sur cet état d'esprit. Donc, si on, on devait définir un peu mon travail aujourd'hui, mon travail, ben c'est ça, c'est cet état d'esprit, c'est-à-dire c'est comment réfléchir et d'abord découvrir le bon état d'esprit, cultiver ce bon état d'esprit qui pour moi est l'état d'esprit qu'on aura besoin demain, ok, pour faire un travail qui soit un travail qui te vive avec l'amour, à vivre avec le cœur, avec la motivation. Là, c'est au niveau individuel, on va dire, c'est un travail au niveau individuel. Comment tu interviens dans les entreprises collectivement sur ces sujets?
Qu'est-ce que tu peux enclencher? Bah, si tu vois, par exemple, si je suis dans un collectif avec une équipe, la première chose quand on va travailler sur un problème d'entreprise, ok, ou une difficulté, bah, le premier réflexe, ça va être va vers toi. C'est-à-dire, on va pas commencer à chercher des coupables, on va essayer de regarder nous en tant qu'équipe de direction ou nous en équipe, en quoi chacun, on a notre responsabilité de ce qui est arrivé. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est quoi? C'est peut-être sans doute par ça des choses qu'on n'a pas vues, c'est peut-être le fait qu'on est trop occupé, le fait on n'est pas assez disponible, je sais pas. Mais déjà, revenir vers soi-même, c'est-à-dire de regarder nous-mêmes, ok, en tant qu'acteurs, ok, de pas se mettre victime. Et donc déjà, la première posture, c'est quittons la posture de victime. Nous ne sommes pas victimes de ce qui est en train d'arriver. Voilà, c'est de revenir en disant où est ma marge de manœuvre, c'est-à-dire où est ma zone d'influence. Et donc souvent, mon travail, c'est d'amener les gens, regardons là où on ne peut pas agir, concentrons-nous là où on peut agir, où est notre zone d'influence. Je peux décider de dire, bah, là, il y a une loi qui est cette loi, j'y peux rien. Là, dans un contexte économique qui est celui-là. Là, peut-être la température est comme cela. Voilà, nos consommateurs sont comme ça. Bon, c'est des faits, c'est notre cadre. Et maintenant, dans ce terrain-là, où est notre zone d'influence? Et dans cette zone d'influence, d'y trouver là où on se sent compétent et là où peut-être on a besoin de se développer. Tu vois, déjà, ça te va vers toi, permet de faire ça. Ok. Et puis derrière, dans cette écoute, observer sans jugement, c'est-à-dire on va prendre les faits, on va pas essayer de juger, on va pas essayer d'évaluer, on va essayer d'explorer, tu vois, pas aller trop vite, d'accord, à donner tout de suite des solutions. Et ensuite, après, quand on a trouvé une solution, de toujours se dire la mise en place de cette solution, être dans l'intention du cœur, c'est-à-dire se dire en quoi ça va être constructif, de penser à son environnement, de penser aux autres. Ok. Donc, c'est se mettre dans cette dynamique du cœur, dans l'éthique. Hein. Tout ça, c'est des questions qui vont faire que, OK, on a une solution, mais dans la mise en œuvre, restons connectés à cette attention du cœur. Et ensuite, après, il va falloir faire confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est cet aspect de l'inconnu qui est là. Et donc, cet aspect inconnu, c'est-à-dire que pourquoi? Parce que si je lâche le contrôle, si je fais confiance, c'est aussi dans ma posture, dans mon état d'esprit, dans la rencontre que je vais avoir avec les gens, je vais être moins contracté. Et comme pour moi, les émotions sont contagieuses, si je suis tendu, si je suis contracté, je risque de tendre les autres. Et donc, forcément, quand je tends les autres, j'invite à un esprit en face de moi qui est un esprit qui n'est pas un esprit ouvert, mais un esprit de la défense. Bien sûr. Et comme quand on avance dans un projet, j'ai toujours besoin de savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir du feedback, j'ai besoin d'informations. Plus j'ai de l'information, plus ça me permet de corriger. Mais pour avoir cette information, faut-il que les gens autour de moi se sentent en confiance. Donc, cette posture de lâcher, c'est aussi un moyen de s'assurer que soi-même, ok, on dégage quelque chose qui est de la confiance pour favoriser le retour. Est-ce que c'est en lien avec un peu l'état qu'on peut avoir du cœur? Tu m'avais parlé de 4 états, du cœur écœuré, du cœur, fatigué, du cœur désireux Ah et du cœur satisfait. Est-ce qu'on peut rapprocher de ça? Alors oui, bien sûr. Alors donc si on prend, un par un, d'accord? Donc le premier, c'est le cœur satisfait, OK? Donc c'est le cœur qui veut dire quoi? Qui se sent en sécurité et donc un cœur satisfait, c'est un cœur joyeux, OK? Et l'émotion de la joie, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a envie de partager, plus facilement, OK? Le cœur satisfait, ça peut être aussi un cœur en paix. Voilà, donc ça veut dire qu'en même temps je suis serein et j'ai une meilleure écoute. Donc forcément, mon travail est différent. Deuxième, donc, le cœur, vas-y, dis-moi, le cœur, Désirant? voilà, le cœur désirant, c'est ce qu'on appelle, c'est le minimum syndical. Ça veut dire que quand je fais mon travail, au moins j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire. Tu vois? C'est-à-dire, je me lève le matin, au moins j'y vais avec le désir de réaliser quelque chose. Peut-être je suis pas joyeux, peut-être c'est pas serein, mais j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire. Donc il y a quelque chose au moins chez moi qui fait que ça me motive, ça me donne une certaine tension. Pour moi, c'est au moins ça, tu vois? C'est-à-dire c'est intéressant. Peut-être que je suis pas encore dans la joie totale, peut-être mais il y a ce désir d'y arriver. Il y a ce désir. Je sens qu'il y a une sorte de défi et quelquefois même sentir ce désir, ça me permet quelquefois d'être joyeux derrière, hein, quelquefois, hein. Bon. Et après, nous avons, Le cœur fatigué. voilà, alors même avant d'avoir le cœur fatigué, que j'appelle aussi le cœur qui fonctionne à contre-cœur. Pourquoi il est fatigué? À contre-cœur, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait avec le il faut. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc tout est en obligation. Donc ça veut dire que
mon énergie, elle va se fatiguer à force de, tu vois, de toujours pousser, toujours être là en te disant: «Il faut, il faut, il faut». Alors quelquefois, quand le «il faut» est très court, ça peut stimuler mon désir. Moi, ça m'arrive, voilà, je suis là, je me dis: «Oh, il faut que je fasse ça», puis je m'y mets et puis quand je m'y mets, je suis content de m'y mettre, tu vois? Ça, c'est ce qu'on appelle le cœur, qui fonctionne à contre-cœur. Et quand on est trop souvent le cœur à contre-cœur, le risque, c'est d'entrer dans le cœur écœuré. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dégoût qui s'installe et le dégoût est une émotion intéressante, c'est-à-dire c'est une défense naturelle où, vous savez, quand on est écœuré, quand tu es dans le dégoût, c'est un poison, tu vois? Tu veux rejeter. Et ben, c'est comme le cœur qui te dit: «Là, il faut rejeter ce que tu vis. Tu peux plus rester dans ce que tu vis». Et c'est ce qui fait que pour moi, le burn-out, c'est une manière où le corps te dit: «Je suis écœuré de ce que tu me fais vivre». Ça parle bien, hein, je trouve, ces différents niveaux, à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe dans le monde du travail, avec le besoin de chacun, hein, de retrouver alors je vais dire le mot sens, hein, je sais que tu le trouves, très galvaudé. Ouais, Effectivement, enfin, en tout cas de retrouver, une raison et donc une raison plus, le cœur en fait, de bien retrouver le sûr, cœur oui, qui bat quoi, hein, tout tout bêtement. tout à fait, tout à fait. Tu sais, heu, je ne sais pas si tu permets que je te lise une strophe du poème de Khalil Gibran, Je t'en prie. mais c'est une partie simplement. Donc c'est là où il dit: «Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec répugnance, mieux vaut abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple, demandant l'aumône à ceux qui œuvrent avec joie. Car si vous pressez le pain avec indifférence, votre pain sera amer et n'assouvira qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez les grappes de raisin à contre-cœur, vous distillerez le poison de votre rancœur dans le vin. Et même si vous chantez comme des anges, sans être pour autant passionné de chant, vous rendrez l'homme sourd aux voix du jour et aux voix de la nuit. Khalil Gibran. Voilà, c'est pour moi, je crois que le travail, c'est vraiment un moyen de vivre, c'est vrai. C'est un moyen de s'exprimer, mais c'est comme il est dit, c'est un moyen d'exprimer, c'est quelque chose de ce qu'il y a de meilleur en moi. C'est-à-dire, si je peux exprimer à partir de l'amour, forcément, il y a cette expression. C'est pour ça que quand on voit les belles choses, elles sont exprimées à partir de quelque chose, d'une profondeur d'un être humain qui a donné quelque chose de bon à l'autre. Voilà. Et d'abord, je trouve que quand les gens ont une qualité de service dans le travail, etc., ils donnent ce qu'il y a de bon en eux, et c'est vachement agréable. Le travail n'est pas fait de la même manière. Même toi, quand tu reçois son café, son thé, etc., il y a- les gens ne pensent que simplement que le café qui est posé sur ma table, mais la manière dont la personne va me le donner, et quand elle va me le donner avec cette qualité de cœur, le café, je le vis pas de la même manière. Ah oui, ça change tout, Et oui, rien que dans l'échange. et oui, dans l'échange, dans ce que je vois, c'est que les gens considèrent qu'il n'y a que l'acte en lui-même. Mais un être humain, il y a le physique qui est l'acte, mais il y a aussi l'émotion qu'il y a derrière, et il y a aussi l'esprit qu'il y a derrière. Hein. Tout ça, c'est un tout. Et je pense que c'est ça le travail de plus en plus que l'être humain, au fur et à mesure, apprend, parce qu'on est bien dans cet apprentissage par essai-erreur, qui fait que, voilà, on apprend au fur et à mesure à créer cette technologie qui va nous amener dans ce confort, mais attention que cette technologie ne soit pas au service du consumérisme. Et c'est pour ça que la spiritualité, pour moi, est importante. Tu vois? La spiritualité, c'est vraiment, ça implique tellement la reconnaissance de l'interconnexion de nous tous en tant qu'êtres vivants, mais c'est aussi apprécier la vie en dehors de la seule consommation de production de biens matériels, tu vois? Et donc si je suis simplement pris par la consommation, par le consumérisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez moi qui n'a pas été découvert, hein. Je suis pas fait uniquement, je suis pas uniquement un produit de consommation, je ne suis pas que ça. Alors, tu sais, tu as un livre qui est sorti, qui s'appelle Le bug dans le cerveau, je sais pas si tu connais. Dans ce livre où il montre que c'est peut-être ça notre ennemi. C'est le problème de la dopamine, il dit, hein. On veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, quoi, tu vois? Voilà. Et c'est pour ça que quelque chose qui doit être appris, c'est-à-dire dans le travail qu'il y a à faire sur soi-même, c'est être capable de gérer la frustration, de gérer le manque. OK? C'est-à-dire qu'il y a le manque et le besoin qui est naturel, mais aujourd'hui, on veut tellement pas être à l'écoute de cet espace de moi-même, d'accord, dans le manque. C'est-à-dire, oui, je peux rester dans le manque, mais
il existe quelque chose qui peut rester dans ce manque, qui est au-delà de l'avoir. C'est l'être. D'accord? Et cet être, il n'est pas unique, il est pas un produit de l'avoir. Je suis d'abord, et c'est parce que je suis que sans doute je vais faire quelque chose, ok, et qui va me permettre d'avoir quelque chose. Ou certains disent je fais, je suis, et donc j'ai quelque chose, j'ai ce potentiel-là qui est là, et à ce moment-là, je fais. Ok. Aujourd'hui, on est plutôt en disant c'est parce que j'ai que je vais me sentir exister. Ouais. Et sans doute ça, c'est ça la spiritualité dans c'est de découvrir en fait que l'être, pour moi, l'être précède l'avoir. L'existence, d'accord, précède ce que j'ai. C'est parce que j'existe que je découvre que j'ai. Et que ce que j'existe, même dans les plus mauvaises conditions possibles, j'existe toujours. Alors j'aimerais continuer encore longtemps parce que c'est passionnant comme sujet. Mais justement, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent aller plus loin, tu as écrit plusieurs livres. Alors est-ce que tu en as dont tu veux nous parler en particulier? Oui, bon, j'en ai un qui est écrit qui s'appelle Leadership du cœur, qui est vraiment voilà, la notion de leadership avec la processus VOIR dont on a parlé. Ok. Mais il y en a un que j'aime bien, hein, que j'ai coécrit avec une amie, qui s'appelle Viens voir la vie autrement. Mmh. Donc ça tombe bien avec tout ce qu'on a discuté, hein. Ouais. Et donc c'est un roman initiatique qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui commence, il perd son travail. Mmh. Justement. Et donc tout son chemin, ça va être peut-être d'en vouloir à son patron, d'en vouloir à certaines choses. Et donc comment en fait dans ce chemin initiatique, il va rencontrer aussi l'imprévisible, il va rencontrer l'inconnu, il va rencontrer quelqu'un qui ne pense pas comme lui. Et donc tout ce chemin-là, ça va être de comment il va se découvrir lui-même, ok, et va accoucher de lui-même autrement. Alors je raconte pas toute l'histoire parce qu'elle est intéressante. Et dans ce chemin, il découvre ce travail intérieur, il découvre cette particularité de voir le monde autrement que uniquement dans un monde de projection. Donc c'est voilà, le livre s'appelle Viens voir la vie autrement dans la collection Gérézo. De toute façon, je remettrai tous les Ouais. liens dans la description de l'épisode pour les personnes qui veulent aller le voir. Et où peut-on te retrouver? Ah bah, où peut-on me retrouver En virtuel et peut-être en vrai, hein, si tu Voilà, bah, veux. écoutez, j'ai un cabinet qui s'appelle Erudia, voilà, dans le Sida, ou sinon, Mmh. sinon j'ai un site qui s'appelle Leadership du cœur, hein, sur lequel j'ai un blog où j'écris un peu quelques interviews, voilà. Et puis sinon, il peut me retrouver, bah, écoute, il t'envoie un petit mail, voilà, et puis derrière, tu me diras, tiens, voilà, je t'envoie ça. Et je suis sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, tu vois, alors on peut me retrouver sur LinkedIn, hein, par exemple, hein, Mmh. voilà. Bah, je mettrai tous ces liens de Voilà, toute hein. façon. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin? Ce qui me vient, le mot de la fin, c'est prendre le temps de la gratitude. Prendre le temps de la gratitude, pourquoi? C'est apprendre à dire merci. Parce que quand on dit merci, on reconnaît l'autre, on reconnaît l'altérité. Dire merci, c'est se mettre dans une condition de réception qui est plus grande. Et je trouve que quand on n'est pas bien, comme on dit la coupe est pleine. On n'arrive plus à recevoir. Et pourtant, sentir qu'on reçoit constamment, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. C'est parce que quand on se sent plein, c'est plus facile de donner. Et donc, c'est plus facile de faire un bon travail. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai bien reçu? Est-ce que je reçois? Tu vois. Et donc, pour moi, la gratitude, c'est prendre ce temps. Voilà. Hein, je vous propose de faire un exercice. Prenez une feuille et trouvez 50 merci que vous pouvez faire à la vie, à ce que vous a donné la vie. Voilà. Prenez ce temps. Prenez ce temps, c'est ça. Prenez le temps de la gratitude. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast,
tu peux m'écrire à contact@unetincelle.fr. À bientôt.